Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Vous savez, quand les gens parlent de un Patrice Lumumba, ou un Kwame Nkrumah, par exemple, ou Thomas Sankara, ou même Sukarno, ils disent toujours qu'ils étaient en avance sur leur temps. Mais ce n'est pas vrai. Ils n'étaient pas en avance sur leur temps. Ils n'étaient pas des penseurs révolutionnaires, si vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient simplement des hommes incroyablement perspicaces, mûrs, sensés, avec une compréhension très claire de la façon dont les choses devraient être. Ok, donc il dit que Sankara, Lumumba et autres n'étaient pas nécessairement des penseurs révolutionnaires. Ils étaient simplement des gens qui réfléchissaient très bien et comprenaient les enjeux du temps. Mais pendant ce temps, l'Europe voulait stopper l'Afrique dans le temps. Suivez. Il n'y avait rien de futuriste ou d'utopique dans leur vision. Ils comprenaient et identifiaient exactement ce qui avait été fait à l'Afrique et ce qui était en train d'être fait à l'Afrique. Et ils comprenaient exactement, ce que la libération et la souveraineté exigeaient. Vous savez, s'ils avaient été des dirigeants en Occident, personne ne les aurait qualifiés de révolutionnaires, ou même de visionnaires. Ils auraient simplement été considérés comme des hommes logiques, sensés, rationnels, raisonnables, qui avaient une compréhension complexe. Qu'est-ce que vous en pensez? De l'économie et de la politique, et de l'équité fondamentale. Je ne dis pas cela pour les dénigrer, pas du tout. Je dis cela pour souligner la criminalité odieuse de la structure de pouvoir occidentale et comment elle a traité l'Afrique. Parce que si vous étiez un leader en Afrique dans les années 1950, 1960, 1970 ou 1980, et que vous aviez un esprit sain, un esprit rationnel, que vous compreniez la politique et l'économie, et que vous compreniez ce qui est nécessaire pour la souveraineté et l'équité, eh bien, cela faisait de vous un révolutionnaire, appelé à poursuivre l'équité de base, la souveraineté et l'indépendance pour un leader africain, dire des choses et faire des choses et mettre en œuvre des politiques qui avaient simplement du sens pour votre nation, constituait une rébellion. Non, ils n'étaient même pas en avance sur leur temps. Le temps refusait d'avancer. Le temps était retenu, surtout en Afrique. L'Occident, l'Europe, le Royaume-Uni et l'Amérique refusaient de permettre à l'Afrique d'exister à l'époque actuelle. Pas seulement l'Afrique, bien sûr, mais partout dans le Sud global. Mais nulle part cela n'était plus vrai qu'en Afrique. Vous comprenez? J'ai souligné auparavant plus d'une fois que les relations entre les pays, entre les continents évoluent, se développent et changent au fil du temps. Nous avons vu des changements drastiques dans les relations internationales, au cours des 20 dernières années seulement. En fait, nous avons vu des changements drastiques au cours des 4 ou 5 dernières années. Vous savez, même au cours des 100 derniers jours, pour être honnête. Mais la relation de l'Occident avec l'Afrique est restée, essentiellement la même, depuis 1000 ans. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? La relation entre l'Europe et l'Afrique n'a pas changé depuis 1000 ans. Bien que chaque jour, le temps change. La situation géopolitique change. La Russie et les États-Unis, leur correspondance change. L'Europe et les États-Unis, le Canada et les États-Unis, ce n'est plus comme c'était il y a 2 ou 3 mois. Mais la relation intrinsèque entre l'Europe, c'est-à-dire l'Occident, et l'Afrique est restée identique depuis 1000 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Subjugation et extraction, pillage et rapine. Donc pour Lumumba ou Nkrumah, c'était les années 1960, mais pour l'Occident, c'était encore les années 1860, les années 1760, les années 1660. Pour l'Occident, l'Afrique était figée dans le temps, et ils l'ont maintenue figée dans le temps par la force. Ils l'ont maintenue figée dans le temps par la violence, par l'assassinat, par des coups d'État, par des invasions, et par des gouvernements otages et des collaborateurs. Ils l'ont maintenue figée dans le temps par des prêts prédateurs, par la coercition des politiques néolibérales, par une dette fabriquée et des politiques commerciales abusives. Vous savez, quand ils ne peuvent pas envoyer de soldats, ils envoient des consultants. Donc non, ces grands leaders n'étaient pas en avance sur leur temps. L'Occident a arrêté le temps en Afrique. Et comprenez ceci, lorsque vous arrêtez le mouvement en avant d'un peuple, lorsque vous les arrêtez dans le temps de cette manière, vous ne faites pas que voler leur richesse. Vous volez leur avenir.
Vous les privez de possibilités. Vous enterrez des générations qui ne sont même pas encore nées sous les décombres de votre exploitation. Parce que ce qui aurait pu être créé, ce qui aurait pu être découvert, ce qui aurait pu être accompli, n'a jamais la chance d'exister. L'esprit d'un Thomas Sankara, la détermination de Patrice Lumumba, la vision de Nkrumah, ce n'étaient pas des anomalies. Ils représentent l'état normal, naturel et sain d'un esprit décolonisé, d'un esprit libéré, venant d'un peuple libéré. Ils sont des exemples de ce que l'Afrique aurait été, aurait dû être, et Inch'Allah, bi'idnillah sera encore. Mais l'Occident a systématiquement écrasé les conditions nécessaires, même pour que la normalité puisse s'épanouir. Vous voyez, vous ne faites pas que, tuer les dirigeants lorsque vous tuez les dirigeants ou lorsque vous renversez les dirigeants. Vous volez l'avenir que ces dirigeants pourraient construire. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que lorsque vous tuez une personne injustement, c'est comme si vous aviez tué toute l'humanité. Eh bien, ce n'est pas seulement vrai au sens métaphorique. Dans le cas des dirigeants que l'Occident a détruits en Afrique, ils ont également détruit des millions de vies avec eux. Des millions de vies, vivantes et à naître, ont été détruites en termes d'espoir, d'opportunité, de droit, de liberté, d'indépendance, de souveraineté. Eh bien, vous pouvez retracer le carnage qui se déroule actuellement au Congo aujourd'hui jusqu'à l'assassinat de Patrice Lumumba. Ils assassinent l'idée, ils assassinent l'homme qui représente l'idée afin que les générations futures regardent en arrière et disent « Eh bien, vous savez, ils ont essayé et ils ont échoué. Alors nous ferions mieux de ne pas nous en préoccuper. » C'est une guerre psychologique à travers le temps. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, continuons. Parce que si vous pouvez faire croire à un peuple que la libération est impossible, si vous pouvez leur faire croire que, vouloir la souveraineté est naïf et que la dignité est un espoir irréaliste, alors vous n'avez même plus besoin de les conquérir. Ils resteront conquis à l'intérieur d'eux-mêmes. Ok. C'est un peu comme on nous a appris que votre coutume n'est pas importante, c'est de la sorcellerie. Votre tradition n'a aucune importance. Il faut laisser ça aux oreilles cachées. Et voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, le pensent, ne fournissent aucun effort pour apprendre la langue de leurs parents, ne savent absolument rien en langue de sa maman ou son papa, n'ont jamais été au village de son père et trouvent de la prétention et de l'orgueil par rapport à le fait de vivre dans la ville. Incroyable, continuons. Et comprenez bien, quand nous parlons de personnes comme Sankara et Nkrumah, Lumumba, Sukarno. Nous parlons en fait de l'état naturel d'un esprit décolonisé. Nous ne parlons pas de quelque chose d'extraordinaire. Nous parlons de ce qui est censé être normal, pas exceptionnel, normal. Ils n'avaient pas de vision utopique pour leur pays, comme je l'ai dit. Ils voulaient que leur pays soit normaux, mais l'Occident ne le permettait pas. Et à l'époque, l'Occident avait le pouvoir de l'empêcher. Le pouvoir relatif, c'est le point clé. Ils avaient le pouvoir relatif de l'empêcher, ils avaient le pouvoir relatif, de voler l'avenir de l'Afrique, en prolongeant son passé par la force. Mais comme je l'ai dit de nombreuses fois, le pouvoir relatif de l'Occident est en déclin. Ce vieux loup a encore des crocs, mais le Sud global, élève aujourd'hui ses propres jeunes lions. Il ravive l'esprit de Lumumba, Sankara et Nkrumah. Il y a une partie très intéressante ici que je voudrais que vous suiviez pour que l'on discute là-dessus. Très intéressante, je pense que... voilà, on y va. Votre emprise sur l'Afrique est en train de s'ouvrir. Et oui, bien sûr, je parle d'Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, et de tous les dirigeants des pays de l'Alliance du Sahel, évidemment, mais surtout d'Ibrahim Traoré. Vous savez, c'est souvent seulement avec le recul que nous reconnaissons l'ampleur d'une figure, qui change le cours de l'histoire, qui modifie le cours des événements dans le monde. En d'autres termes, on se souviendra d'Ibrahim Traoré. Ouais. Mais si quelqu'un fait attention, vous pouvez tous voir qu'Ibrahim Traoré est clairement l'un des dirigeants les plus influents, non seulement en Afrique, non seulement dans le monde musulman, mais dans tout le Sud global, et en fait dans le monde entier. Vous savez, j'ai dit sur X l'autre jour qu'Ibrahim Traoré
est le leader musulman le plus important au monde aujourd'hui, plus qu'Erdogan, plus que MBS, plus que quiconque, en raison de ce qu'il représente. Vous savez, bien sûr, j'avais beaucoup de faux panafricanistes dans ma section de commentaires, section de commentaires, qui se fâchaient parce que je faisais référence à Ibrahim Traoré en tant que leader musulman, car ils veulent seulement l'identifier exclusivement comme un leader noir ou exclusivement comme un leader africain. Ils ne veulent pas reconnaître le fait qu'il est musulman, parce que dans leur panafricanisme produit par la CIA, ils sont prêts à exclure 500 millions d'Africains d'Afrique. Ils sont tellement endoctrinés dans leur esprit par la CIA et par les services de renseignement qu'ils pensent qu'être africain et être musulman est une contradiction. Ils sont tombés dans les vieilles tactiques de diviser pour mieux régner des colonisateurs. Donc certaines personnes pensent que être africain et être musulman est une contradiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur pose une question ici. Les gens se sont opposés à lui parce qu'il a fait mention que monsieur Traoré était musulman. Est-ce que être africain et être musulman est une contradiction? Est-ce que vous pensez que M. Traoré et ce qu'il est aujourd'hui représente cette figure forte de l'Afrique, quelque part parce qu'il est musulman aussi, ou pas? Quelle est votre prise par rapport à ça? Suivant. Leurs cerveaux endoctrinés vont court-circuiter face au fait gênant que les leaders les plus admirés et les plus héroïques en Afrique aujourd'hui sont musulmans. Est-ce que ça vous dérange de savoir que M. Ibrahim Traoré est musulman? Ou ça n'a absolument rien à voir avec le sujet? Suivant. Au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, même Naledi Pandor, en Afrique du Sud, est musulmane. Naledi Pandor est musulmane. Intéressante. Évidemment, comment est-elle devenue musulmane? Évidemment, son mari est musulman. Naledi Pandor est une femme qui s'est mariée pour de vrai. Malgré ses aptitudes mentales, malgré son doctorat, malgré sa position sociale, s'est établie comme une femme africaine. Il faut savoir que généralement, les femmes sud-africaines sont des femmes très africaines, c'est-à-dire, je prendrai le nom de mon mari, voilà pourquoi elle s'appelle Pandore, et je m'adapterai à ce qu'est mon mari. Bon, pour une femme aussi instruite comme celle-là, est-elle devenue musulmane par contrainte, d'après vous? Ou vous pensez qu'elle aurait fait le choix le plus simple de le faire? Maintenant, la question la plus importante, est-ce que les capacités intellectuelles de Naledi Pandor, que beaucoup ont appréciées, ont quelque chose à voir avec le fait qu'elle soit musulmane? Suivant. Portant Israël devant la CIJ, juste parce qu'Ibrahim Traoré ne porte pas sa religion ostensiblement, et juste parce qu'il ne fait pas de signalement de taqwa, vous savez, tout le temps, comme certains soi-disant islamistes, vous pensez que nous ne pouvons pas le revendiquer comme faisant partie de notre Ummah. Nous n'avons pas le droit de dire qu'il est un leader musulman, mais il est un leader musulman. C'est un leader africain qui est musulman. Et je suis désolé de vous le dire. Mais encore une fois, le fait est que les meilleurs leaders que vous avez en Afrique aujourd'hui sont ceux qui sont musulmans. Vous pouvez vous énerver autant que vous voulez. Vous pouvez dire, pourquoi Chaïd doit-il parler de religion? Pourquoi devez-vous introduire la religion dans cela? Mais c'est juste une façon de manipuler. Le fait que vous ne voulez pas que la religion soit introduite dans cela. Vous voulez garder la religion en dehors de cela. Non. Ibrahim Traoré combat ces groupes djihadistes soutenus, formés et financés par l'Occident, parce qu'il est musulman. Personne n'a plus souffert de ces mercenaires que les musulmans. Souffert davantage de leur violence et souffert davantage de l'image déformée de l'islam propagée par leur violence. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, quand Ibrahim Traoré se lève contre ces psychopathes soutenus par les Français et les Ukrainiens, il défend les véritables valeurs islamiques, que cela vous plaise ou non. Du point de vue de la nation du milieu, de mon point de vue, à travers le prisme par lequel nous analysons la lutte pour la justice, la souveraineté et la dignité, l'émergence d'Ibrahim Traoré est tout simplement historique. Je veux dire, alhamdulillah, nous avons aujourd'hui de nombreux grands leaders musulmans dans le monde, malgré ce que tout le monde dit. Nous avons de grands leaders, beaucoup, mais à mon avis, Ibrahim Traoré est le plus important. Le Burkina Faso, la terre qu'ils appellent la terre des hommes intègres, a de nouveau produit un homme intègre, non seulement pour leur pays, non seulement pour l'Oumma, mais pour toute l'humanité. D'abord, ils nous ont donné Thomas Sankara, qui était catholique, mais sa vie a été éteinte. Il vient de mentionner Thomas Sankara, parmi les personnes les plus influentes et les plus fortes, pas seulement intellectuellement, mais dans la nature géopolitique. Et il a aussi mentionné que M. Thomas Sankara était catholique. Maintenant, si on voulait le critiquer, disons qu'il fait mention de la religion de M. Traoré, pour l'objectif
de promouvoir l'islam. Pourquoi aurait-il mentionné dans ce cas M. Thomas Sankara en tant que chrétien? On essaie de réfléchir de manière logique et critique ici, ok? Réflexion critique, pas d'émotion. Si vous avez les émotions, vous pouvez aller ailleurs jouer à tout ça là. Pas ici. Monsieur a mentionné l'importance de la religion. Pas essentiellement l'importance, il a mentionné cette religion avec emphase. Ce qui concerne M. Traoré. Disant que ça a joué un rôle important, pour lui en tout cas, dans le fait que M. Traoré soit quelqu'un d'aussi influent et de positif. Mais il a aussi mentionné Thomas Isidore Noël Sankara, précisant qu'il était chrétien et mentionnant ce dernier parmi les leaders d'influence. S'il était totalement biaisé, penseriez-vous qu'il mentionnerait M. Isidore Sankara parmi ceux qui sont en effet chrétiens? Continuons. Avant qu'il ne puisse jamais atteindre pleinement. Avant qu'il ne puisse réaliser sa vision. Mais aujourd'hui, en Ibrahim Traoré, nous voyons cette vision ravivée et raffinée et alignée avec la conscience de l'islam. Nous n'avons aucune hésitation à reconnaître Thomas Sankara. Nous sommes fiers de quiconque, quelle que soit sa foi, qui défend la justice. Vous savez, il y avait de nombreux leaders, des leaders héroïques dans le Sud global, particulièrement en Amérique latine, qui ont été inspirés par la soi-disant théologie de la libération au sein de l'Église catholique. Même si leur propre Église les détestait pour cela, nous les saluons. Vous savez, même ceux sans foi, qui luttent sincèrement pour les droits de leur peuple, nous les saluons. Cela fait partie de notre foi, cela fait partie de notre religion, d'apprécier ceux qui défendent sincèrement la justice, même si nous savons que leur vision ne sera jamais complète sans l'islam. Donc, si vous voulez être fier d'Ibrahim Traoré, juste à cause de la couleur de sa peau, allez-y. Si vous voulez être fier de lui à cause de son pays ou de son continent d'origine, allez-y. Mais nous sommes fiers de lui à cause de sa croyance. Il est notre frère dans la foi. Nous sommes fiers de lui à cause de sa foi. Et quiconque veut nier cela ou nous le nier, eh bien, vous êtes juste mesquin et insensé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous pose problème de savoir que M. Traoré est musulman? Ou c'est une histoire, c'est un fait que vous ne voulez pas que ça soit mentionné du tout? Et si ça vous dérange, la question qu'il faut se poser peut-être, c'est pourquoi ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange que l'on mentionne que Thomas Isidore Sankara est chrétien? Si ça ne vous dérange pas, alors pourquoi ça ne vous dérange pas? Alors je reviens sur cette question. Y a-t-il une contradiction entre Africains et musulmans dans l'état de M. Ibrahim Traoré? Et idéologiquement enchaîné, Ibrahim Traoré a mené un coup d'État contre un gouvernement qui était soumis à ses maîtres étrangers. Vous savez, il y a eu de nombreux coups d'État à travers le continent, mais généralement, ceux-ci remplaçaient simplement un agent néocolonial par un autre, généralement. Mais Ibrahim Traoré est différent. Il ne fait pas que changer le gouvernement. Il déracine tout le système de domination néocoloniale et il réussit. Il a compris ce que beaucoup de gens n'ont pas saisi, à savoir que l'indépendance n'a aucun sens. Si vous ne coupez pas le contrôle des propriétaires et des contrôleurs du capital financier mondialisé, il a compris que la sécurité est un mythe, tant qu'elle dépend du patronage militaire de vos anciens colonisateurs, et il a compris que la souveraineté est impossible, sous l'ombre de la tutelle occidentale. Il n'est pas simplement un chef d'État. Ibrahim Traoré est l'archétype révolutionnaire du XXIe siècle. Il a été forgé dans la réalité de l'insurrection soutenue par l'Occident, et de la guerre économique, et de la propagande occidentale. Parce que vous savez, aujourd'hui, la lutte pour la liberté n'est plus seulement menée par des armées, mais par des récits, par des politiques de ressources, par des alliances et par la souveraineté collective. Traoré a fait le choix de se tourner vers la Russie et la Turquie, et vers d'autres, nouveaux centres de pouvoir dans le monde multipolaire, ce qui est stratégique, non pas parce qu'ils sont des alliés parfaits, mais parce qu'il reconnaît la nécessité de briser l'emprise occidentale sur le Burkina Faso. C'est du pragmatisme au service du principe. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. On veut savoir, on ne veut pas des commentaires émotionnels ou émotifs. On n'en veut pas. Ok, ce n'est pas une question de votre sentiment à l'égard de ce que monsieur a dit ou d'une attaque personnelle. Faites-nous savoir ce que vous en pensez et répondons à sa question. Vous savez, il y a un truc que j'aime chez les anglophones. C'est qu'ils sont bold. What is bold in French? Oh, let's Google bold.
Bold, being bold. Bold. Audacieux. Les anglophones sont généralement très audacieux. Je vous donne un exemple simple. L'Afrique du Sud a résisté à l'apartheid pendant très longtemps. Ils se sont battus. Ils sont partis en rébellion contre les Blancs. N'est-ce pas? Pendant que dans beaucoup de pays africains, les gens venaient vers les Blancs. Hey, chef, laisse-moi te protester les kikouilles. Je vais te... Les Anglo, c'est vrai qu'il y a eu quelques francophones qui ont essayé. Bon, il y avait eu des trahisons entre eux et même on commençait à se tuer. Enfin bref. Les Sud-Africains ont résisté. Ils se sont libérés eux-mêmes avec l'effort qu'ils ont fourni et surtout la jeunesse qui est sortie dans les rues, acceptant de tomber pourvu qu'ils aient leur indépendance. Acceptant de tomber. Ils n'ont pas pleurniché, oh non, on nous menace ici, on nous agresse. Non, ils sont sortis dans les rues, on les a tirés dessus. Certains sont tombés, d'autres sont... Voilà. Les Swahili disent, Swahili c'est la langue la plus parlée d'Afrique, hein. Partout, Ouganda, Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzanie. Wawili wakufe, watatu wasonge, wenye watabaki watajenga inchi. Wawili wakufe, watatu wasonge, wenye watabaki watajenga inchi. C'est-à-dire que 2 tombent et 3 avancent. Ceux qui resteront construiront la nation. C'est-à-dire, dans toute révolution, il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens qui doivent mourir. Mais les gens du continent, surtout les francophones, ne savent pas comment mourir. Et bon, il y a spécifiquement certains qui sont vraiment champions à ne pas mourir. Mais dans chaque révolution, il faut que le sang coule. Le sang doit couler. Il ne peut pas y avoir de révolution sans effusion de sang. Ce n'est pas possible. Alors, ce sont des gens qui me touchent particulièrement par leur courage, leur audace. Bon, pas plus tôt qu'hier. Il y a les Kenyans aussi qui sont sortis dans les rues pour résister à la loi que leur imposait William Ruto. Une loi selon laquelle il fallait payer des taxes pour les bandes hygiéniques, taxes pour pain, taxes pour huile, taxes pour traitement de cancer, qu'ils ont trouvé complètement inacceptable. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait mal managé l'argent. Ils ont bousillé l'argent qui leur a été prêté. Alors, fallait trouver un moyen raccourci pour se refaire de l'argent. Les Kenyans sont sortis dans les rues. OK? Beaucoup sont tombés. Mais cette loi a été abolie. Chez vous, on va vous l'imposer, comme on a imposé dans d'autres pays, si on vous impose des taxes de téléphone, l'argent. Donc, tu fais un appel. Quand tu fais un appel, on te coupe quelques pourcentages. Ça va dans quel compte, on ne sait pas. Mais bon, les gens sont incapables et on n'aime pas mourir, on aime secouer les fesses. Remuer la chair, c'est ça. Les anglophones sont des gens très inspirants. Je pense que il faut prendre le temps d'aller voir. Pas seulement visiter pendant 2 semaines. Vivez-y pendant un temps pour remarquer. L'Afrique du Sud a réagi. C'est-à-dire, aux accusations sur Ibrahim Traoré, monsieur Julius Malema a parlé très fort. Parlé très fort contre qui? Contre les États-Unis d'Amérique. Les Africains francophones ne font jamais ce genre d'histoire. OK? Je répète. L'Afrique du Sud vient de réagir aux attaques de général Langlais à l'égard de monsieur Ibrahim Traoré. OK? Julius Malema s'est mis debout, il ne s'est pas caché. Il a pris un parlophone pour dire « Nous nous opposons à l'attaque injustifiée sur Ibrahim Traoré ». Combien de francophones l'ont fait? 0. Quand on a attaqué au Mali, je vais vous donner l'exemple, soyez calme. Quand on a attaqué au Mali, les gens qui ont massacré des Maliens là-bas, combien de francophones ont parlé, disons, nous condamnons ce qui vient d'être fait au Mali. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'histoire sur notre continent. On peut avoir des problèmes entre nous en tant qu'Africains, mais on ne peut jamais tolérer qu'une personne étrangère vienne dans notre continent et crée la misère pendant que nous regardons. Combien d'Africains ont réagi? OK. Prenez le même cas de ce qui s'est passé au Mali, quand les Ukrainiens sont partis soutenir cela pour tuer des Maliens. Prenez le même cas, transposez ça en Europe. Imaginez que des Maliens partent en Allemagne pour tuer des Polonais. Mais pendant qu'ils veulent tuer des Polonais, ils tuent aussi des Allemands. Qu'est-ce que l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande va dire? Et la France et la Belgique. Ils diront, nous ne donnerons plus de visa aux Maliens, nous coupons les relations avec le Mali et nous n'accepterons aucun Malien sur l'espace Schengen. Oui. En collaboration, en solidarité avec les pays européens. C'est comme ça. Les Africains sont incapables de le faire. Mais quelques anglophones sont là. Il faut reconnaître. Les francophones sont là, les anglophones sont là. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais on va continuer. Je pense que c'est important qu'on le connaisse. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi et des gens plus abrutis que soi. Alors, il est important de se comparer à d'autres personnes pour comprendre où on est dans la vie. Mais, donc, jusque-là, les francophones sont en arrière. On va continuer. Les combattants de l'IFF ont fermement rejeté les récentes allégations du Sénat américain contre le président du Burkina, Ibrahim Traoré.
Le Sénat américain, lors d'une édition par un représentant du commandement américain de l'Africom, a accusé Traoré d'avoir détourné les réserves d'or du Burkina Faso pour sa sécurité personnelle plutôt que pour le bien de son peuple. Une accusation que l'IFF a catégoriquement rejetée. Monsieur Langlais, le général de l'Africom, était en discussion avec le Sénat américain où on lui a posé une question de savoir comment ça se passe là-bas. Et il a dit que la présence de la Chine et de la Russie est très prééminente. C'est-à-dire, M. Traoré et son équipe, ils se servent de leurs réserves d'or en échange aux Russes et aux Chinois pour garantir leur sécurité. Donc, l'or burkinabé bénéficie à Traoré et son groupe, pas au peuple burkinabé. Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Traoré and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. L'IFF a dénoncé cette accusation comme une tactique impérialiste flagrante visant à déstabiliser un État africain souverain. Visant à déstabiliser quoi? Un État africain souverain qui revendique son droit sur ses ressources naturelles. C'est-à-dire, on comprend tout à fait ce qui se passe. C'est simplement des manigances dans l'objectif de déstabiliser un État qui réclame et revendique son contrôle sur ses ressources naturelles. Vous savez, généralement, l'Occident vient en Afrique, c'est pour piller. Hein. C'est vraiment pas question d'amitié, hein, il faut se le dire. Ok. Vous voyez les États-Unis et le Canada maintenant, ils se sont montrés qu'ils s'étaient pas frères. Vous qui pensiez qu'ils étaient... Non. Pour l'argent, ils sont capables de beaucoup de choses, il faut le dire. Les États-Unis et le Canada ne se parlent pas. Pourquoi? C'est l'argent. Alors vous pensez qu'ils sont en Afrique, c'est par amour? Point d'interrogation. Attendez, il faut se dire la vérité. L'IFF a décrit les allégations américaines comme s'inscrivant dans un schéma plus large d'ingérence occidentale dans la gouvernance africaine, avertissant que de tels discours visent à délégitimer les dirigeants qui rejettent la domination étrangère. Donc quand tu es un dirigeant africain et tu travailles pour eux, là c'est bon, on t'aime. Quand tu es un dirigeant africain et tu travailles pour les intérêts de ton peuple, là, on va essayer de te délégitimer, donner l'impression que tu es un manipulateur qui n'est là que pour ses intérêts personnels. Alors, monsieur le général répondait aux questions du sénateur Rogers Weaker sur la corruption et les pots de vin liés au commerce avec la Chine. Le général Langlais a affirmé que les revenus miniers du Burkina Faso ainsi que certains flux financiers issus de la coopération chinoise servaient plutôt à soutenir le régime militaire au pouvoir, au lieu de bénéficier à la population burkinabé. Le général dit que l'argent, les ressources du Burkina Faso servent à bénéficier le régime militaire au lieu de bénéficier à la population burkinabé. Est-ce que c'est vrai? Les burkinabés, vous êtes là, est-ce que vous pouvez commenter? Parce que c'est vous qui savez. Vous pouvez commenter si l'argent l'a bénéficié à Traoré seulement, la population ne voit rien du tout, ou bien c'est autre chose. On veut simplement la vérité, n'est-ce pas? Tout à fait, Monsieur le Président. Je constate cela et je n'hésite pas à le signaler. Le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, leurs réserves d'or ne sont qu'un échange pour protéger le régime de la junte. Donc, en d'autres termes, M. Traoré se sert de réserves d'or burkinabé pour se maintenir au pouvoir. Donc, M. Traoré ne fait rien du tout. Enfin, il raconte n'importe quoi. Ce sont des racontards. L'argent, il se sert. Lui et sa famille et ses potes. Répondant aux préoccupations plus générales concernant l'influence chinoise et russe en Afrique, Langlais a déclaré que le Parti communiste chinois cherche à utiliser le continent comme une plateforme pour étendre sa domination mondiale. Vous voyez, c'est une question de dominance, ou de domination si vous préférez, la domination mondiale. Tandis que la Russie exploite l'instabilité et le chaos pour éteindre son influence. Donc la Chine cherche la dominance, la Russie cherche l'influence. Et il continue en disant, afin de protéger notre patrie et les intérêts des États-Unis, nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants de poursuivre leurs objectifs sur le continent africain. Je répète, je pense qu'il y a un truc intéressant là. Afin de protéger notre patrie. Protéger notre patrie. Attendez, pour protéger votre patrie, il faut aller voir l'or du Burkina Faso. C'est quoi le rapport? Je sais que je suis pas très intelligent, mais j'essaie de comprendre. Pour protéger votre patrie, nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants de poursuivre leurs objectifs. Le Burkina Faso représente un danger pour leur patrie. Bon, moi je pensais que le Burkina Faso a des difficultés en termes de terrorisme et tout le bazar, ils ont beaucoup de problèmes à résoudre. Il fait très chaud et tout le bazar, il faut diminuer les thermostats. Quand est-ce que le Burkina Faso, je me pose la question, a commencé à représenter un danger pour leur patrie? Enfin, on essaie de réfléchir. Afin de protéger notre patrie et les intérêts des États-Unis. Ah, les intérêts des États-Unis. Nous devons dissuader ces nations et leurs acteurs malveillants pour poursuivre leurs objectifs sur le continent africain.
Bon, c'est-à-dire que le continent africain est important pour les intérêts des États-Unis. Ce n'est pas une question de protection de patrie, à moins qu'on protège sur le plan financier ou le capitalisme à travers les intérêts acquis dans d'autres pays, surtout en Afrique. Enfin bref, continuons. La réponse du Burkina Faso, dans un communiqué évidemment, ils ont répondu, ils ne sont pas restés les mains bredouilles. Le gouvernement burkinabé a fermement condamné les propos du général américain, le qualifiant de regrettable et gravement inexact. Okay? On essaie de comprendre. Monsieur Burkinabé, le président, se sert de l'argent du Burkina Faso pour s'enrichir. Moi, je pensais qu'il se servait de l'argent pour construire des routes. Ou bien les histoires, les vidéos, les routes là sont fautes. Ce sont des mensonges ou quoi? Non, mais il faut nous dire, s'il vous plaît. On nous raconte n'importe quoi. Moi, je pensais que monsieur Traoré a commencé des usines, des tomates, des transformations et tout le bazar. Ce sont les images copiées en Guinée ou quoi? Enfin, je sais pas, je suis vraiment confondu là. Je pensais que monsieur Traoré se servait de l'argent qu'il recueillait afin de ne pas aller quémander chez World Bank et AMF pour acheter des armes, pour se protéger. Ou bien, je sais pas, c'est du bobard qu'on nous raconte ou quoi. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a exprimé son indignation face à ce qu'il qualifie comme allégation infondée, avertissant que de telles déclarations non seulement déforment la réalité du pays, mais portent également atteinte à la crédibilité de ses dirigeants. Donc il faut nous respecter, ok? Il faut nous respecter. Julius Malema a réagi, encore une fois. Il a dit, il faut respecter les gens, ok? Il faut laisser le Burkina Faso faire ses propres erreurs. Il soutient le président Ibrahim Traoré dans sa démarche. Et il dit qu'ils ne seront pas intimidés. Monsieur Malema a été très vocal sur beaucoup de sujets. Il a même parlé du Kenya très récemment, où il s'attaquait à William Ruto, disant que William Ruto, c'est plus le même William Ruto qu'on a vu avant les élections. Avant les élections, il parlait il faut dédollariser l'Afrique. Selling to Kenya or traders from Kenya selling to Djibouti have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why, members? Why is it necessary for us to buy things from Djibouti and pay in dollars? Why? There is no reason. Les Africains, en tout cas venant d'un pays, n'ont pas besoin. Pourquoi auraient-ils besoin d'user de dollars pour acheter d'un autre pays africain? Ça n'a absolument aucun sens. C'est malade. On a d'ailleurs des moyens qu'on établit déjà. Vous avez entendu parler de ces histoires, non? C'est Malema. Il est parti chez Ruto dans son pays, au Kenya. Malema est parti au Kenya parler comme ça. C'est au Kenya qu'il a dit ça. I don't know if President William Ruto means it because he said so many things and I can't locate him these days because the things he said during election and the things he's doing now are two different things. I don't know. Ils viennent dans votre pays, il vous dit. Ça vous montre à quel point les Sud-Africains sont libres. C'est vrai que, bon, vous allez emmener leurs histoires de terre, ça c'est autre chose. Ce sont des gens plus libres au moins eux, ils sont colonisés par des Blancs. Vous êtes colonisés par vos propres frères, vous parlez la même langue. Il va dans le pays d'autrui pour dire, le président de votre pays, mais franchement, ce n'est pas, je suis déçu de lui. Ok? Comment peut-il admettre et accueillir les autorités de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la royauté, en les saluant avec les mêmes soldats qu'ils avaient massacrés. Ils avaient massacré 400 000 Mau Mau. Ok? C'est le royaume d'Angleterre qui a fait ça. Le royaume d'Angleterre a massacré 400 000 Mau Mau du Kenya. C'était des militaires kenyans qui ont résisté à l'influence colonialiste. Et puis aujourd'hui, la reine ou le roi vient dans le pays, vous le saluez avec les mêmes Mau Mau. Attendez, faut arrêter. Évidemment, comme d'habitude, comme on dit généralement, quand un Africain se bat pour l'intérêt des Africains, il y a un autre Africain ici qui est en train de le tirer. Voilà. Quand un Africain se bat pour l'intérêt des Africains, il y a toujours d'autres. C'est ça. Félicitations pour ça. Je pense que autant on peut être séparés, je pense qu'il est important à un certain moment savoir comment ouvrir sa bouche. Généralement, dans ces communautés ici, quand quelqu'un traverse un moment difficile, vous le regardez, c'est pas comme ça. C'est jusqu'à ce que ça vous arrive à vous que vous commencez, oh, j'aurais dû le soutenir. L'Algérie adopte un projet de loi pour permettre la mobilisation générale à la guerre. C'est chaud. Vous savez, dans la vie, avoir la force est une chose salutaire. Peu importe sa position sociale, peu importe ses conditions, peu importe sa mentalité, peu importe le lieu où on se trouve sur le spectre de la bénignité, avoir la force est très important. Les gens disent généralement, il faut être quelqu'un de gentil, de sympathique, de calme, de doux, de généreux. Je pense que ça n'a aucune importance si on n'a pas de force. On peut vraiment apprécier la gentillesse, la sympathie, la bénignité d'une personne forte, en réalité. Parce que les faibles, apparemment, qui sont gentils et sympathiques, paraissent faibles. Une personne sans force, mais gentille et sympathique,
paraît simplement comme une personne qui n'a pas de choix en réalité que d'être gentil et sympathique. Parce que ferait-il en retour s'il ne s'agissait pas de gentillesse? On peut vraiment apprécier le pain que si on a connu la faim. On peut vraiment apprécier le calme que si on a connu la guerre. Voilà pourquoi je pense qu'il est très important et essentiel pour chaque nation de se former et chaque homme de se préparer, d'avoir les capacités. Et j'en parle très souvent. Et a priori, chaque homme doit être à mesure de se protéger. Si pas être formé militairement, au moins avoir la capacité de défendre avec tout son être l'intégrité de sa famille et de ses proches. L'Algérie adopte une loi afin de permettre la mobilisation générale à l'armée. Le projet de loi relatif à la mobilisation générale en Algérie a été proposé par le gouvernement. Donc l'Algérie propose un projet de loi pour une mobilisation générale en cas de guerre. C'est nouveau ça, c'est inouï, c'est inédit et il faut comprendre comment, dans quelles conditions on se trouve. Une personne se pose certainement la question de comprendre c'est quoi un projet de loi. Il faudrait bien l'expliquer parce que bon, ici on ne fait pas semblant, on ne donne pas l'impression que tout le monde connaît tout. Nous sommes assez humbles pour reconnaître que voilà, nos insuffisances et tout le bazar, nous sommes humains, c'est comme ça. Et on a le temps pour s'assurer que tout le monde comprenne. C'est quoi un projet de loi? Un projet de loi est un texte rédigé par le gouvernement pour proposer une nouvelle loi ou modifier une loi existante. Il est ensuite soumis au Parlement pour discussion, amendement ou adoption. Donc c'est une loi qui est proposée par texte, généralement par le gouvernement. Et c'est une loi qui sera soumise, étudiée par le Parlement et ensuite signée par le président de la République pour qu'elle soit en effet. On se pose la question premièrement de savoir c'est quoi une mobilisation générale et pourquoi une mobilisation générale. La mobilisation générale est une décision prise par un État pour rassembler toutes ses ressources humaines, matérielles et logistiques afin de se préparer à une guerre ou une menace étrangère. Donc, clairement, une façon de se préparer, de s'entraîner, de lustrer ses capacités pour préparer un futur incertain. Alors ici, on a parlé de ressources humaines, matérielles et logistiques. On va essayer de voir un peu de quoi on parle-t-on. Nous sommes ici, les amis, en train de parler de l'Algérie qui vient de présenter un projet de loi de mobilisation générale. On va comprendre qui est l'ennemi de l'Algérie. Okay. Est-ce le Mali? Est-ce le Burkina Faso? Est-ce le Maroc? Est-ce la France? Pourquoi l'Algérie se mobilise-t-elle? Ressources humaines. Les ressources humaines sont tous les citoyens mobilisables, généralement les hommes. Parfois, les femmes, en âge de servir, peuvent être appelées à rejoindre l'armée ou à remplir des fonctions de soutien telles que la santé, la logistique et l'industrie. Vous comprenez donc, pendant des moments difficiles, le pays peut faire appel à ses enfants, c'est-à-dire les hommes, pas seulement les hommes, les femmes aussi, qui sont en capacité de le faire. Moi, je pense que c'est une chose très essentielle dans des pays tels que le Congo, comment s'appelle, la RDC, faire usage des ressources humaines. C'est un pays qui a combien? 100 millions d'humains, n'est-ce pas? Mais en train de pleurnicher contre un petit Rwanda. On nous tape. 100 millions d'humains qui font quoi? On se pose la question. Mais bon, dans les concerts, il y a là 100 000 personnes en train de remuer les reins, remuer les fesses pendant que l'armée, c'est moins de 100 000 personnes. C'est incroyable. 100 millions d'humains en train de pleurnicher devant un petit, en capacité d'insulter. Je sais pas si j'ai déjà été au Congo, moi. J'ai même étudié pendant 2 ans. J'ai étudié là-bas pendant 2 ans. À l'époque, c'était encore le Zaïre. Vous savez, généralement, comme beaucoup d'étrangers le faisaient à l'époque, des Rwandais, des Nigérians, des Tchadiens aussi sont partis étudier parce qu'à l'époque de Mobutu, les écoles étaient vraiment top notch. Mais bon, aujourd'hui, on peut pas en dire autant. Mais comme ces personnes, j'ai aussi été, comme j'ai été dans plusieurs pays, j'ai été en Ouganda, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Zimbabwe, j'ai été en Algérie, j'ai été à plusieurs endroits. Donc, on prend un tout petit peu bonne connaissance de ces pays quand je parle. La mobilisation générale est très importante. Vous savez, quelquefois, ce n'est même pas question de technique ou de capacité. Oh non, ils ont les armes, ils sont soutenus par les Américains. Mais non, mais vous avez le nombre. Mais vous avez peur. C'est la peur. Nous avons peur. Il faut dire ça. Nous avons peur. Ah, nous n'allons pas mourir. Il y a concert samedi. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire qu'ils sont soutenus par les... C'est malade parce que le Vietnam était soutenu par personne. Ils ont fait face aux Américains. Ils étaient tout petits comme ça. Des gens à 1m30, 1m40. Ils ont résisté aux Américains pendant 20 ans. Ils étaient incapables de les éradiquer. Les Américains ont fui au Vietnam. Ils n'ont pas pleurniché disant « Oh, personne ne nous aide ». C'est vrai qu'ils ont reçu quelques armes venant de la Chine, ici et là, et l'URSS, mais c'était très peu, insignifiant. Mais ils étaient intelligents, ils se sont servis des serpents, des venins, des couteaux, des tout. Vous avez vu ça dans les films, n'est-ce pas? C'est une réalité. Pourquoi les Congolais sont incapables de faire ça? Tellement pas de pleurnicher, nous sommes en train d'être menacés, et vraiment, l'agression. Mais les gens ont de gros ventres. Comment une société a de gros ventres comme ça? Regardez, vous voulez comprendre une société, les gros ventres, quand il y a rien. Bref, je pense que c'est une leçon très importante. Il faut former ses enfants à la guerre avant de les former à la prière. Formez vos enfants à la guerre avant de les former à la prière.
Formez vos enfants à la guerre avant de les former, sinon ils deviendront pleurnichards. Oh, il faut m'aider, c'est injuste. Regardez comment il a pris mon sac, mes beignets dans mon sac. Non, il faut former vos enfants. S'il y a un monsieur qui te touche de manière inappropriée, il faut le pousser. S'il continue, tu lui casses la gueule. Et après, tu pries pour lui, pour que Dieu le guérisse. Continuons. C'est-à-dire, l'Algérie veut des hommes, des femmes en âge de servir. Ils veulent aussi des réservistes qui seront rappelés à l'activité militaire quand c'est nécessaire. Numéro 2, on a parlé de ressources matérielles. L'État peut réquisitionner des usines, des véhicules, des stocks, de nourriture, du carburant, etc. pour le besoin de la défense. Donc quand on est en danger, l'État peut réquisitionner ces histoires. Ça fait partie du projet de loi. Numéro 3, base juridique. Elle est décrétée par le chef de l'État sous le conseil de ministres et doit généralement être validée par le Parlement. En Algérie, par exemple, c'est l'article 94 de la Constitution qui définit ce pouvoir. Alors ce projet de loi en Algérie, restez là, nous allons comprendre pourquoi les Algériens ont choisi ça. Ils choisissent la voie la plus forte, la voie de la force. Il faut comprendre ça. C'est la psychologie de l'humain. Tout ce que vous faites dans la vie est basé sur la psychologie humaine. Une société d'hommes forts, d'hommes formés militairement, d'hommes forts mentalement, physiquement, ne peut pas être manipulé et subjugué et soumis à une oppression. Ce n'est pas possible. On ne peut soumettre une oppression que des gens qui sont incapables de se défendre, qui ne savent pas comment se battre, savent seulement prier. Que le fait de ça, de bombarder mon ennemi. J'ai jamais vu ça, moi. Israël a une bombe atomique pendant que vous priez leur Dieu. C'est difficile à comprendre. Pourquoi ce projet de loi ? En effet, les amis, le projet de loi en Algérie avait déjà été d'ordre du jour du Parlement en octobre dernier. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on remarque son adoption urgente ce dimanche et on s'interroge, alors qu'Alger est au cœur de multiples tensions, notamment avec Rabat et Paris. L'Algérie, le Maroc et la France ne sont pas... Donc, on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi l'Algérie aujourd'hui se décide de renforcer les choses. Alors pourquoi ces tensions? Qui serait l'ennemi numéro 1 de l'Algérie? Présentement, nous savons qu'il y a le Maroc. Maintenant, on va essayer d'examiner un peu le Maroc. Depuis près de 50 ans, l'Algérie et le Maroc s'escarpent au sujet du Sahara occidental. Vous connaissez le Sahara occidental? C'est un territoire du sud du Maroc, dont la souveraineté est revendiquée par Rabat d'un côté et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger. Un conflit armé oppose les deux camps depuis la fin d'un cessez-le-feu en novembre 2020. Après le déploiement de troupes marocaines dans une zone tampon de l'extrême sud du Sahara occidental pour en déloger les indépendantistes. Actuellement, les tensions sont en firmament, parce que l'Algérie manifestement soutient ces indépendantistes. Récemment, l'Algérie a traité le Maroc de régime sioniste, c'est-à-dire ils sont amis d'Israël. Et vous savez, l'Algérie n'est pas essentiellement, comme beaucoup d'autres pays, amis d'Israël. Et pour eux, c'est un peu de la traîtrise de soutenir Israël vu ce qui se passe entre eux et la Palestine. Les querelles algéro-marocaines s'est d'ailleurs amplifiées en juillet 2024 lorsque Emmanuel Macron a fait son petit voyage de business au Maroc. Qu'est-ce qui s'était passé? Macron, dans une lettre adressée au roi Mohamed, a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental, reconnaissant la souveraineté du royaume sur le territoire. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc, Macron est venu en Afrique, évidemment après avoir eu une plus ou moins ok correspondance avec l'Algérie, ça commençait à aller. Soudain, arrivé au Maroc, pour arranger les choses, a dit « Je reconnais la souveraineté du Maroc sur ces territoires ». Et ça a mis l'Algérie dans une colère effrénée. En d'autres termes, la France, qui était autrefois amie de l'Algérie, s'est finalement placée vers le Maroc pour lui en définir son soutien. Je vous rappelle aussi que l'Algérie et la France, pendant ce temps, traversaient un moment particulièrement difficile avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien, l'arrestation des influenceurs et tout le bazar. Donc l'Algérie, comme une personne qui se prend en responsabilité, décide maintenant de se préparer à la guerre. Parce qu'il comprend qu'au sud, il a pour ennemi le Mali associé au Burkina Faso et au Niger, de l'autre côté, il y a le Maroc, et ensuite, il y a la France. Ont-ils raison de le faire ou pas? Eh bien, écoutez, laissez-moi vous dire, qu'il soit à tort ou à raison, il est de la responsabilité de chaque nation de s'équiper mentalement, financièrement, militairement et moralement pour toute éventualité. Ceci est aussi alimenté par le fait que le Maroc a récemment acheté des équipements militaires pour renforcer son armée, des avions et des drones de combat, le F-16 Bloc 70 et 72. Le Maroc a commandé 25 avions F-16 de dernière génération pour moderniser sa flotte aérienne. Nous savons que le Maroc et l'Algérie, le Maroc et l'Algérie ne sont pas amis.
Le Maroc a aussi acheté le Spy-X. Ils sont devenus le premier client du drone furtif Spy-X développé par Israël avec une portée opérationnelle de 50 km. Par contre, l'Algérie a aussi acheté beaucoup d'équipements, principalement de la Russie. Ils ont consacré un budget record de 13 milliards de dollars à l'acquisition d'armements, dont une part substantielle a été allouée à l'achat d'équipements russes. Cette somme présente l'un des plus grands investissements militaires de l'histoire du pays. Alors, l'ennemi c'est qui? La France, le Maroc, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Point d'interrogation. Ce qui est aussi important à reconnaître ici, comme je le disais précédemment, il faut se fortifier en tant que quelqu'un de bien ou de mal. Parce que le bien et le mal se définissent par rapport à la force. C'est celui qui est fort qui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En d'autres termes, ce n'est que le fort qui établit la loi. Donc il faut se fortifier. En Algérie, par exemple, le service militaire est obligatoire. Les hommes âgés de 19 à 30 ans sont obligés d'avoir été à l'armée. Il s'agit d'un devoir national inscrit dans le code du service national. Il est destiné à assurer la défense du pays en cas de besoin. Donc chaque homme est obligé de faire l'armée. Tu ne peux pas avoir l'or, le diamant, l'uranium, l'étain et tout le bazar et avoir des hommes-femmes avec des gros ventres en train de remuer les fesses. C'est incroyable, c'est malade. C'est comme mettre un enfant devant la banque. Oui, un homme non entraîné, non préparé, qui espère que son voisin le défendra, c'est comme un enfant. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. L'âge requis pour faire l'armée, c'est de 19 à 30 ans. Et durée de service pendant 12 mois au moins. 12 mois, c'est rien. 12 mois, même, moi je pense que je dirais que l'Afrique dans son entièreté devrait former les gens militairement. Parce que la formation militaire impose la discipline quand c'est bien fait. En tout cas, quand on a des supérieurs qui sont disciplinés eux-mêmes, ça impose la droiture, ça impose le nationalisme positif, ça force l'amour du continent, l'amour de la nation. Contrairement à l'amour personnel de ses richesses. Les exemptions, évidemment, sont telles que, en raison médicale, si vous êtes en difficulté, vous avez des handicaps, tout le bazar, là, peut-être vous serez exempté. Je sais qu'au Maroc aussi, on envoie des gens militairement, impérativement, et c'est ça. Moi, je n'ai jamais rencontré un Marocain faible d'esprit. En tout cas, pour ce que j'ai vu, moi. Je n'en ai jamais vu. Ce sont des gens qui sont forts. Même quand ils sont dans le combat, ce sont des gens généralement forts. Les Algériens que j'ai rencontrés aussi sont des gens forts. Ils sont pas faibles. Ce sont pas des gens qui se courbent facilement à la pression. Ce sont des gens qui sont forts. C'est comme Israël, pendant que vous priez et ils envoient les gens à l'armée. Mais les femmes et les hommes, tout le monde. Vous voulez que les gens aient pitié de vous. Et là, je parle peu en n'importe le pays. On ne peut pas, le monde dans lequel on vit, on n'a pas pitié des gens. Ici, c'est l'homme qui mange, c'est celui qui est fort. Celui qui est fort mange. Il va t'imposer à signer et à négocier. Parce qu'il est fort. Parce que si tu étais fort, tu n'aurais pas négocié ou discuté. On ne négocie seulement qu'avec quelqu'un de fort. Écoutez, on ne négocie seulement avec quelqu'un qu'on reconnaît sa force. L'ennemi de l'Algérie, c'est qui? La France, le Mali, le Maroc. God bless.